Oui, j'étais absent hier. Pardon, population. Pardon, population. Voyez-moi comme un petit frère. Vraiment. Ne me jetez pas la pierre. Voyez-moi comme un petit frère. Je vous demande pardon, population. Je vous demande pardon, population. Vous pouvez m'appeler pour me juger. Vous pouvez m'appeler à tout moment pour dire ce que vous ressentez de moi. Ça, je vais l'accepter. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc voilà, il n'y aura pas eu de débrief malheureusement, mais aujourd'hui on va essayer de compenser ça avec une vidéo d'enseignement un peu plus fournie, un peu mélangée aussi à une sorte de débrief, mais il y a des enseignements quand même à tirer par rapport à ce qu'on a vu hier. Alors, sans plus tarder, on va commencer par la première chose à retenir, c'est que cette équipe peut être un rouleau compresseur lorsqu'elle le décide. Ouais, un rouleau compresseur. En fait, lorsque je vois cette équipe du Barça, je me dis une chose. Moi, en tant que suiveur, en tant que fan, spectateur, ben, je ne sais jamais maintenant à quoi m'attendre. Pourquoi? Parce que cette équipe, elle est versatile, elle est imprévisible. Alors imaginez les adversaires. Cette équipe, elle est capable de marquer sur attaque placée, elle est capable de marquer sur coup de pied arrêté, elle est capable de marquer en transition, elle est capable de marquer à travers un jeu de position, des combinaisons. Elle est versatile. Elle est versatile. Le coup de pied arrêté qu'on voit là, sur le but, l'ouverture du score contre Dortmund hier, combien de fois on a vu soit Inigo ou Koubarsi faire un appel comme ça au second poteau pour remettre dans l'axe ou alors directement marquer au second poteau. C'est arrivé plein de fois, c'est travaillé. Les coups de pied arrêtés cette saison, c'est travaillé. J'ai rarement vu une équipe du Barça marquer autant de coups de pied arrêtés que durant cette saison. J'ai vu plein de transitions rapides aussi. Les buts marqués contre Dortmund, c'est sur des récupérations basses, des transitions rapides, des contre-attaque, là aussi, ils en raffolent. Lorsqu'on voit Rafinha partir à 2000 à l'heure, lorsqu'il voit Lamine Yamal toucher le ballon sur une phase de contre-attaque, Lewandowski pareil, ça plonge et ça part à 2000 à l'heure, ils adorent ça. Plein de fois, ils ont pris Dortmund comme ça en contre-attaque et ça a fait mal à Dortmund. Et on peut aussi parler du fait qu'ils sont capables de marquer sur attaque placée face à de blocs bas. On l'a vu face à l'Atlético Madrid, le but de Ferran Torres récemment, on voit, ça tourne, ça combine, le bloc bas de l'Atlético Madrid est en place et pourtant Lamine Yamal trouve une passe exceptionnelle dans une forêt de jambes. Et quand toutes ces phases de jeu ne fonctionnent pas à la perfection, parce que oui, ça peut bien arriver que ça ne fonctionne pas, on est quand même face à des équipes parfois d'élite, vraiment, qui sont capables de défendre sur plein de manières différentes là aussi, ben il y a le talent individuel, il y a les exploits individuels capables de te créer du danger en partant de rien, notamment Lamine Yamal, notamment Pedri, capable de changer le cours d'un match. Ça, c'est une équipe, c'est vraiment les signes d'une équipe redoutable, difficile à contenir. Et quand je parle de rouleau compresseur lorsqu'il le décide, vraiment lorsqu'il le décide, c'est que lorsque je regarde le match d'hier face à Dortmund, on voit bien que lors du début de match, ils sont déterminés à éteindre cette équipe de Dortmund. Les occasions, elles s'enchaînent, il y a même de gros ratés. Tu sens que le Barça, voilà, est arrivé pour tout éteindre. Il marque le premier but et puis il commence à baisser en intensité. On voit cette équipe de Dortmund revenir dans le match. Et en deuxième période, dès qu'ils reviennent, et là, je pense qu'il y a eu une soufflante de flics dans les vestiaires. Il va falloir tuer cette équipe le plus rapidement possible. Ils remontent le niveau d'intensité, ils remettent de nouveau le rouleau compresseur en marche. Et là, bim bam boum, 4-0, on n'en parle plus. Et lorsque je regarde tout ça, j'ai même pas l'impression que le Barça était à 100% hier. Ce match face à Dortmund, pour moi, hier, il ne rentre même pas dans le top 10 des meilleurs matchs de la saison du Barça cette saison. Vous imaginez un peu? Je n'ai pas l'impression que le Barça ait forcé son talent hier. 4-0 face à un finaliste de la Ligue des Champions de la saison dernière sans avoir eu l'impression que tu as fait ton meilleur match. On voit lors des célébrations du 4-0 les joueurs se congratuler et s'amener à marquer un cinquième. Ils veulent plus, ils veulent marquer plus. Alors, bien sûr, c'est pour se mettre encore plus à l'abri, mais c'est la mentalité de cette équipe depuis le début de la saison. Ils ne s'arrêtent pas à 2-0, à 3-0, lorsqu'ils peuvent mettre plus, ils ne s'arrêtent pas. Il y a un joueur qui symbolise le match du Barça, à mon sens, hier, c'est Fermín López. Fermín López, il fait un match globalement bon, mais je l'ai trouvé insuffisant sur une partie du match. On l'a vu rater quelques trucs, on l'a vu être un peu égoïste. Lorsqu'il frappe sur le poteau, pour moi, il peut la décaler à Lewandowski, mais derrière, lorsqu'il se réveille avec son activité, avec sa technique, avec son altruisme aussi sur la passe pour Lewandowski, sur le deuxième but de Lewandowski, là, en fait, ce sont des bribes de ce qu'est réellement Fermín López. Je pense qu'on ne se rend pas assez compte du talent de ce gamin, parce que le Fermín des JO, on l'a que très peu vu cette saison.
Après, on peut le dire, il n'enchaîne pas énormément de matchs. Fermin, à chaque fois qu'il joue 1 ou 2 matchs, soit il se prend un carton rouge, il est suspendu, ou alors ça coïncide au moment où Dani Olmo est revenu, donc il sort du 11, ou alors Gavi est là, donc il sort du 11. C'est pas un mec qui a la même continuité que celle qu'il avait lors des Jeux Olympiques. Moi, j'attends encore le Fermin des JO. Il est capable de faire ça, il nous l'a montré quelques fois contre Valence, contre le Betis, il nous l'a montré, Fermin. Maintenant, attention, ça reste aussi un jeune joueur, donc il y a des matchs où il peut passer à côté, mais lorsqu'il est vraiment locked in, Fermin Lopez, je peux vous le dire, il peut débloquer, il peut ouvrir n'importe quelle défense. Donc j'espère qu'il pourra continuer comme ça, à monter en puissance pour cette fin de saison, parce que moi, clairement, j'ai pas envie de mettre tous mes espoirs sur Dani Olmo. Il n'est pas fiable physiquement, s'il est là à 100%, c'est largement au-dessus de Fermin, largement au-dessus de tout ce qu'on peut avoir à ce poste de numéro 10, mais Fermin Lopez, lorsqu'il a son niveau des JO, lui aussi, il est injouable. Enfin, je parle de rouleau compresseur parce que j'ai écouté la conférence de presse de Hansi Flick après le match. Moi, je m'attendais à ce qu'il vienne dire « Oui, on a fait le boulot, je suis satisfait. Allez, on attend le prochain match maintenant pour se concentrer dessus. » Mais la première chose qu'il déclare, c'est « Je suis content, mais on doit s'améliorer. On doit s'améliorer parce qu'on a fait des erreurs face à des équipes comme Dortmund. C'est peut-être dangereux. On aurait pu le payer parce que moi, je pense qu'il fait allusion aux occasions de Guirassy en fin de première période. C'est un perfectionniste. Il déclare que même en attaque, en première période, on n'a pas assez saisi nos opportunités pour les mettre au fond. On ne doit pas rentrer à 1-0, je veux dire, après une telle domination lors des 15-20 premières périodes jusqu'avant l'ouverture du score. Donc, c'est un perfectionniste, les gars. Ce mec-là ne va pas se reposer sur ses lauriers, il va toujours en demander plus à ses joueurs. Il sait que si on doit aller au bout, il va falloir être à la limite à la perfection, même si c'est difficile d'atteindre la perfection, surtout à chaque fois. Mais c'est ce qu'il va demander à ses joueurs. Donc moi, la réaction des joueurs en deuxième période, elle ne m'étonne pas. Parce que le mec qui est sur le banc, ouais, c'est un psychopathe, un malade mental. Donc il est en train de mettre en place un rouleau compresseur. Et si là, cette équipe a encore une plus grande profondeur de banc la saison prochaine, j'imagine pas ce qu'il est capable de faire Hansi Flick. Le deuxième enseignement qu'on peut tirer par rapport à la soirée d'hier, c'est que, les amis, Frenkie de Jong est bel et bien de retour. Il est bel et bien de retour, voire même encore plus fort, parce que moi, je vais pas vous mentir, j'étais quand même très dubitatif, j'étais très perplexe par rapport à ce que ce milieu, ce double pivot, Frenkie Pedri pouvait donner en termes d'apport défensif, en termes d'équilibre. Parce qu'on a déjà testé Gundogan, Pedri, je me disais ça serait peut-être le même style de milieu, les mêmes profils un peu, mais non, Frenkie de Jong est en train de nous montrer en fait pourquoi il a été l'un des meilleurs joueurs du monde déjà en 2019 avec l'Ajax. Là encore, un exemple concret de preuve que la confiance dans le foot, ça fait quasiment tout, les amis. Bien sûr, il y a le talent naturellement, mais la confiance, ça fait tout pour un joueur de football. Parce que Frenkie de Jong, c'est peut-être l'un des joueurs qui fonctionne le plus à la confiance, à l'affect. Parce que lorsqu'il n'avait pas confiance en lui, on voyait à quel point il avait peur de mettre le pied, il n'allait pas au duel. Là, je vois Frenkie de Jong vouloir se salir, aller au duel, aller dans des tacles à risque. Même contre l'Atlético Madrid, il avait déjà un carton jaune. Il allait dans des tacles, en fait, maîtrisés. Mais vraiment, il y va parce qu'il est persuadé qu'il va récupérer le ballon. Il n'a pas peur de se faire mal. Et lorsque Frenkie de Jong, il est à ce niveau-là, ben, t'as pas à t'inquiéter derrière, parce que lorsqu'il va récupérer en plus le ballon derrière, il va le recycler, il va pas le perdre, en fait, il va te transformer une situation inconfortable en quelque chose de très facile pour les autres. Et lorsque je vois Pedri à côté de lui, il se complète à la perfection. Chacun de ces deux joueurs ne lâche pas un ballon juste pour le lâcher. Déjà, ils se trouvent de plus en plus les yeux fermés. Pendant trop longtemps, je me suis dit que c'est pas possible d'avoir deux joueurs de ce calibre-là et de ne pas autant dominer les milieux adverses. C'était inacceptable, c'était impossible. On sait ce dont il est capable, Frenkie de Jong à son meilleur niveau. On sait ce dont il est capable, Pedri à son meilleur niveau. Et lorsque les deux, ils sont là, à ce niveau-là, ensemble, mais c'est juste mission impossible pour les adversaires. Parce qu'avec Pedri, tu vas le presser, tu vas pas récupérer le ballon. Frenkie, pareil. Mais en plus, Pedri et Frenkie, ils ont ce côté athlétique. On pourrait penser que c'est pas le cas pour Pedri, mais Pedri récupère énormément de ballons. C'est un marathonien. Et Frenkie de Jong, il lit le jeu. Il est tout le temps là pour bien intercepter les angles de passe, pour bien aérer, pour relancer les ballons. Mais c'est infernal pour les adversaires.
C'est difficile à défendre ce type de milieu-là. Je vous l'ai dit il n'y a pas si longtemps que lorsqu'il revenait de blessure, tu avais l'impression qu'il était un peu soumis devant Pedri. Il était un peu en mode « je suis ton petit ». Là, lorsque je vais récupérer le ballon, je te cherchais en priorité, toi Pedri, pour te lâcher le ballon. Parce que, clairement, c'est toi le leader technique au milieu, c'est toi le boss au milieu de l'équipe, voire même le boss de l'équipe. Ça, c'était lors de ces 5-6 premières semaines de retour de blessure. Mais depuis, là, je regarde Frenkie de Jong et Pedri, ils se voient les deux comme des mâles alpha, en fait, dominants. C'est pas il y a un qui est supérieur à l'autre. Pedri, bien sûr, ce qu'il fait, c'est exceptionnel. C'est là, pour moi, hein, là encore c'est subjectif, pour moi Pedri c'est au-dessus, mais lorsque les deux ils sont ensemble sur le terrain, il n'y a pas un qui pense qu'il est supérieur que l'autre. Moi je pense que les deux ils se regardent, ils se respectent mutuellement, ils savent ce que l'un est capable de faire, ce que l'autre est capable de faire, ils se complètent. Et remarquez, hein, Pedri, il va jamais lâcher un ballon lorsqu'il sait qu'il va te mettre dans des situations inconfortables. Et pourtant, Pedri, très souvent, il est capable de donner le ballon à Frenkie de Jong alors qu'il est dos au but avec un adversaire dans son dos. C'est parce qu'il sait que Frenkie de Jong est peut-être le seul capable de recevoir des ballons dans des conditions comme ça, dans des situations inconfortables et se sortir de ces situations-là. Sinon, il va jamais la faire cette passe, Pedri. Il attend toujours de savoir si le joueur est démarqué, est-ce qu'il a de l'espace, est-ce que là, s'il lâche le ballon, le joueur va avoir l'opportunité de progresser encore plus avec le ballon avant de lâcher les ballons. Pedri, c'est ça, Pedri. Et Frenkie, à chaque fois que Pedri le voit, même lorsqu'il est marqué, il lui lâche la balle. Ça, c'est un signe de respect énorme. Enfin, sur le cas Frenkie de Jong, je pense que c'est le cas de le dire. S'il y a bien un tournant dans sa carrière au Barça, ben, c'est ce moment-là. C'est ce moment où Hansi Flick a rencontré Frenkie de Jong en début de saison. Je pense que dès le départ, je pense que Flick a été assez clair que Frenkie de Jong fait partie de ses cadres. C'est un joueur exceptionnel pour lui, c'est un joueur qu'il veut garder. Même lorsque Frenkie était dans une situation où ça parlait de le vendre, ça n'allait pas, il était blessé, ses performances n'étaient pas au niveau de son salaire, etc. Flick a eu confiance en lui, Flick a voulu le garder et Flick a fait de lui le joueur, a refait de lui, je veux dire, le joueur qu'il est aujourd'hui. Donc franchement, ce que Flick est en train de faire avec les joueurs individuellement et collectivement, c'est peut-être sa plus belle victoire depuis qu'il est arrivé, au-delà du jeu proposé, au-delà de tous les autres points positifs qu'il apporte. Ce qu'il a réussi à faire individuellement et collectivement de cette équipe-là, peut-être pour moi, c'est sa plus belle victoire. Troisième enseignement, les amis, c'est par rapport à Rafinha. Calmons-nous, s'il vous plaît. Calmons donc nos nerfs. Moi, je vous dis, calmons donc nos nerfs. Calmons donc nos nerfs. Voilà, frangin. On calme d'abord nos nerfs. Parce que tout le monde en a des nerfs. Et je vous ai dit des différents nerfs. Hein? On calme nos nerfs. Même si ça ne va pas, même si c'est comment. Calmons d'abord nos nerfs. Oui, les amis, le frangin, il a raison. Calmons nos nerfs. Calmons nos nerfs, calmons nos nerfs. C'est pas possible parce que ce que j'ai vu depuis, allez, 1 semaine et demie, depuis, allez, ouais, 2 semaines avec Rafinha, on frôle, le ridicule. Doucement, là, redescendons un peu. Et d'un côté comme de l'autre, par rapport à ceux qui défendent Rafinha, par rapport à ceux qui détestent Rafinha. Après, je pense que c'est un grand mot de dire déteste. Disons que il y a eu des clans qui se sont créés, qui se sont affrontés pour des futilités, vraiment pour le coup, pour des futilités. Déjà, si on revient par rapport à ce qui s'est passé avec Rafinha lors de Brésil-Argentine, je trouve qu'on en a fait des caisses pour pas grand-chose. Pourquoi? Parce que, pour ceux qui savent, la rivalité entre Argentins et Brésiliens, elle existe depuis toujours. Donc, Rafinha, c'est pas comme s'il est sorti de son plein gré pour faire sa déclaration, entre guillemets, incendiaire. C'est Romario qu'il faut attaquer, les gars. C'est Romario qu'il faut attaquer parce que c'est lui qui met Rafinha dans la sauce. Il invite Rafinha à dire on va leur marcher dessus, on va faire ci, on va faire ça. Et Rafinha, il est tombé dans le panneau, c'est sa personnalité, on le sait, son tempérament aussi. Peut-être que c'était aussi une manière d'essayer de motiver ses coéquipiers à se dire on est capable de faire ça, même si au fond on n'a pas le talent, peut-être qu'en termes de motivation et d'engagement, on aura assez de pour réussir à aller défier cette équipe d'Argentine qui est pour moi l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure sélection du monde. Il a joué, il a provoqué, il a perdu, ils ont fait rouler dessus et les Argentins, on le sait, ce sont des chambreurs. Ben, ils ont pas, eux aussi, ils sont pas retenus, hein. Ils ont envoyé la caisse, ils se sont moqués des Brésiliens, de Rafinha, ça leur a pas plu en retour et ça a failli partir en bagarre parce que les esprits s'échauffaient. Mais ça, c'est typique de Argentine-Brésil, hein. À l'époque, pour ceux qui se rappellent, pour ceux qui les plus anciens en tout cas, ça c'est rien, ça a comparé à ce qui se passait entre
entre Brésiliens et Argentins à l'époque. Donc voilà, pas la peine d'en faire des caisses. Rafinha, il a joué, il a perdu, il assume. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on en fait des caisses alors que même entre Brésiliens et Argentins, on a vu Rafinha avec Rodrigo de Paul, on a vu Rafinha avec le coach Scaloni. Ça y est, il passe à autre chose le soir même du match, d'accord? Donc pas la peine d'en faire des caisses. Rafinha qu'il assume. Moi, j'ai pas envie qu'on lui tombe dessus. Il fait ce qu'il veut avec sa sélection, mais ça s'arrête là. C'est pas comme s'il avait insulté non plus les Argentins. Il a essayé de motiver ses coéquipiers. Il a joué, il a perdu, c'est tout. Maintenant, du côté de Barcelone, la polémique est montée après la vidéo qui avait été partagée et relayée. Déjà, par rapport à ça, les gars, je sais pas qu'est-ce qui arrive aux gens. Mais ça sert à quoi d'aller harceler Essia qui a partagé cette vidéo-là sur ses réseaux sociaux? J'ai vu un acharnement, ça l'accusait de vouloir nuire à Rafinha. Mais les gars, soyons clairs, d'accord? Que ça soit elle ou pas, cette vidéo, elle serait sortie. Et sur plein d'angles différents, parce qu'il y a plein de gens déjà dans le stade qui allaient relayer la vidéo. Et même des médias locaux avaient déjà aussi commencé à relayer une autre vidéo sous un autre angle. C'est-à-dire sans elle qui le relaie. Donc, je pense que ça sert à rien d'aller l'harceler elle avec la raison selon laquelle elle fait ça pour nuire à Rafinha. Non, moi je ne pense pas que ce soit le cas. C'est une personne qui va voir les matchs de son club quasiment, vraiment, je pense que même tous les matchs. Elle aime le club, elle aime les joueurs, donc je ne vois absolument aucun intérêt. Pourquoi est-ce qu'elle irait en fait nuire à un joueur? Elle a envie d'alimenter ses réseaux sociaux, elle le fait, elle y gagne des choses, donc faut pas lui en vouloir pour ça. Je pense que si beaucoup avaient la chance de pouvoir aller au stade tous les matchs pour assister aux matchs, je veux dire quotidiennement, ben il ferait pareil. Donc ça sert à rien de vouloir lui tomber dessus pour ça. Elle fait ce qu'elle veut, elle aime, c'est sa passion, donc c'est pas elle le problème ici, honnêtement. Donc ça sert à rien de s'acharner sur elle comme ça a été le cas. Je pense plutôt qu'il faut voir ce qui s'est passé ce jour-là. Les nerfs étaient extrêmement tendus. Pourquoi? Parce que le Barça sort avec un match nul alors qu'ils auraient pu partir avec 6 points d'avance sur le Real Madrid. Donc les joueurs sont frustrés, hein. Ils sont très frustrés. Et Rafinha, c'est le plus frustré de tous. On le sait, il a horreur de la contre-performance, des matchs nuls, des défaites. Donc déjà, il se chauffe avec l'arbitre qui apparemment lui dit de la fermer. Et donc ça se passe mal entre eux. Et derrière, il n'arrête pas, il se calme pas. Moi, c'est là mon problème. Parce que oui, on peut parler de plein de choses. Moi, j'ai critiqué Vinicius ici pour son comportement que j'aime pas, ses réactions comme ça jusqu'à agacer ses coéquipiers. Mais moi, j'ai vu exactement la même chose entre Rafinha et Flick. Flick, c'est ton coach, il essaie de te calmer. Tu le repousses pas comme ça. Calme-toi. C'est un match nul, c'est pas la fin du monde. Faut savoir quand même se comporter dans certains moments clés comme un capitaine, réfléchir pour le bien de l'équipe. Parce que si là, tu continues à faire le fou comme ça, derrière, qui te dit que l'arbitre, il va pas aller te donner un rouge durant cette fin de match-là, ou même marquer dans son rapport que tu as été injurieux et tout, et tu pénalises ton équipe pour les 2-3 prochains matchs, alors que les matchs s'enchaînent, c'est la ligne droite. Il doit rester focus, locked in, Rafinha. Si Ter Stegen et Flick essaient de le contenir, c'est pas un hasard. Moi, je peux comprendre qu'il soit frustré, mais il va falloir quand même qu'il sache mettre des limites pour ne pas pénaliser ses coéquipiers, son équipe derrière. Ça reste un des capitaines. Donc la réaction, je la trouve excessive, même si il est frustré, il a cette envie de gagner, et ça aurait été un autre joueur, j'aurais dit pareil. Donc je peux pas dire que Vinicius, ouais, c'est excessif, et Rafinha, non, c'est pas excessif parce qu'il aime gagner. Non, il va falloir qu'il sache se contenir, c'est un des capitaines. Maintenant, au-delà de ça, c'est pas la peine encore une fois d'en faire des tonnes, parce qu'on l'a vu dès le lendemain, Flick, Rafinha, ça y est, ils ont tout arrangé. On le voit lors des vidéos d'entraînement, tout est au beau fixe. Rafinha revient titulaire face à Dortmund et il te sort 2 passes décisives, un but de raccro certes, mais quand même, il sort avec 3 goals assists sur ce match-là. Il est important, il est essentiel sur la dernière ligne droite du Barça. Donc on peut pas se permettre de perdre un joueur comme ça sur la dernière ligne droite. Ça serait une faute professionnelle. Moi, ça me rappelle quand Neymar il pétait des colères et qu'il laissait le Barça dans des difficultés alors que tu avais besoin de son talent. Ben j'ai pas envie que Rafinha tombe dans ça. Il est capable. Le mec, il en est à 52 goals assists, c'est n'importe quoi. Il est en train de sortir une saison all-time en termes de chiffres. Donc, je peux pas te passer d'un mec comme ça dans les moments les plus importants de ta saison. Donc, moi, je pense que oui, par rapport au Brésil, on en a trop fait. Même par rapport à l'épisode avec la fin de match contre le Betis, on en a aussi trop fait. Ce sont des choses qui peuvent arriver, on peut en parler comme ça vite fait, mais pas aller dans des guerres entre communautés, aller à s'insulter d'une part et d'autre. Vous êtes pro Rafinha, vous êtes contre Rafinha. Non, moi, après, je parle pour moi. Hein. Moi,
je suis pas pro ou contre X ou Y. Moi, je supporte le Barça dans son ensemble, dans son entièreté. Donc, ça me fait plaisir de voir que là, c'est derrière nous maintenant tout ça. Mais je pense que voilà, les contre-performances, ça rend la communauté fou. On était dans un asile à ciel ouvert, ce que je voyais durant ces derniers jours. Donc, bref, Rafinha, top saison. J'ai besoin de lui sur le terrain. Donc, mon gars, juste reste focus, concentré. Le quatrième enseignement de la soirée d'hier, c'est que Lamine Yamal est à ce jour, à l'instant T où je sors cette vidéo, pour moi, le meilleur joueur du monde. C'est aussi simple que ça. 17 ans ou pas 17 ans, c'est le meilleur joueur du monde. J'ai fait un top 10 il n'y a pas si longtemps où je vous ai mis, allez, j'ai pas envie de vous spoil, allez voir le top 10. Mais pour ceux qui l'ont vu, voilà, pour ceux qui veulent pas être spoil, je donne mon top 3 dans 3, 2, 1... Voilà, j'avais dit que pour moi, Pedri, c'était le meilleur joueur du Barça à ce moment-là précis. Et je le maintiens, hein, si on doit parler de régularité depuis le début de la saison jusqu'à maintenant, Pedri, c'est le meilleur. Maintenant, si on doit parler de meilleur joueur du monde à l'instant T, parce que ça peut varier, hein, ça fluctue beaucoup en fonction des performances, en fonction des périodes. Et pour moi, Lamine Yamal, actuellement, c'est le meilleur joueur du monde. Au point où, lorsqu'il passe à côté d'un match offensivement, il fait de mauvais choix, ça se ressent directement au tableau d'affichage, notamment contre le Betis. Là, on l'a vu, Lamine Yamal, il décide des matchs. Pedri est capable de créer, on l'a vu, Pedri, hein, contre le Betis, il crée des face-à-face. Une passe pour, il me semble, Rafinha, ou je sais plus qui, en tout cas dans la profondeur pour Koundé, pardon, et une autre passe dans la surface. Non, mais Pedri, il est capable de créer, mais derrière, si ça ne finit pas, et que ton cerveau, dans le dernier tiers du terrain, n'est pas au niveau, tu le sens tout de suite. Contre le Betis, on l'a vu, et qu'on l'a vu hier contre Dortmund, que lorsqu'il est comme ça, il est juste injouable. Il s'amuse, il prend du plaisir. Il prend du plaisir, les amis. J'ai vu pas mal de personnes dire que oui, vous savez, ces messages sur Instagram avant les gros matchs, ça va lui retomber dessus un jour ou l'autre. Mais les gars, nous, c'est nous qui le voyons comme ça. Ce gamin, lui, il s'amuse. Lui, pour lui, tout ça, c'est un jeu. Il prend du plaisir, il se met pas la pression, et tant mieux. Tant mieux. Pour lui, c'est un jeu. Bien sûr, si ça se passe mal, il y aura du troll et tout, mais ça passe, ça y est, on passe à autre chose. Mais il prend du plaisir, il s'amuse, il a une confiance en lui, ça c'est sûr et certain, mais pour lui tout ça c'est un jeu. Pensez pas qu'il vient en mode je provoque, je suis arrogant, non, 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 il s'amuse, il prend du plaisir et ça se voit sur le terrain. Donc cette insouciance, cette joie de vivre comme ça qu'il a sur le terrain, j'espère qu'il la gardera le plus longtemps possible. J'espère qu'il continuera à faire des posts Instagram à chaque gros match, à chaque gros événement, parce que j'ai l'impression qu'il se nourrit aussi de ça. Parce que sur le terrain, à chaque fois qu'il est là, il démontre pourquoi c'est le meilleur joueur du monde. Si ça continue comme ça, je vous dis pas que ça y est, il va aller gagner le Ballon d'Or, mais il est capable, je vous mens pas, d'être le plus jeune Ballon d'Or de l'histoire du football. Il a encore du temps, hein. Il a encore du temps pour réaliser ça. Moi, je pense qu'il va le faire, mais c'est subjectif là encore. Mais ce qu'il est en train de réaliser à son âge, les amis, c'est juste n'importe quoi. Lorsqu'on voit les adversaires défendre sur lui, tu sens qu'ils le craignent. Ils craignent un gamin de 17 piges. Il n'arrête pas de s'améliorer, de rajouter des cordes à son arc. À chaque match, j'ai l'impression qu'il va t'inventer quelque chose de nouveau. Ah, ça, il savait pas le faire. Ah, maintenant, il sait le faire. La passe qu'il sort pour Rafinha sur le premier but de Lewandowski, c'est une passe messiesque, encore une fois. Il fait des choses qu'on a déjà vues, qu'on n'ose pas trop comparer avec le fameux, mais vous savez de quoi je parle. La passe pour Ferran Torres contre l'Atlético Madrid, c'est une passe messiesque aussi. Il n'arrête pas d'inventer des choses, il n'arrête pas de faire des choses que peu de joueurs font au plus haut niveau aujourd'hui. Ça, c'est Lamine Yamal. Et vous savez pourquoi le Barça, dans son ensemble, est aussi fort cette saison ? Ben, c'est tout simplement parce que lorsque tu regardes l'effectif du Barça, il y a facile 5 joueurs, voire 6, mais moi je compte là de mémoire comme ça, 5 joueurs qui sont capables de faire top 10 Ballon d'Or. Facile. Et là, je pense à Lamine Yamal, je pense à Pedri, je pense à Rafinha, qui sont les cas les plus obvious. Mais derrière, lorsque tu penses à un mec comme Lewandowski, c'est un mec qui a une quarantaine de buts déjà, qui est l'un des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions, qui aurait déjà dû avoir le Ballon d'Or en 2020. Mais là, il ferait facile son entrée dans le top 10 Ballon d'Or, si le Barça va au bout, voire le top 5. Avec les stats qu'il a, c'est n'importe quoi, surtout à son âge, Lewandowski. Il continue à marquer, à marquer et à marquer. C'est impressionnant ce qu'il réalise. Je pense notamment à un mec aussi, même s'il est blessé, même s'il est frustré, il est jamais là, mais dans le classement de dernier Ballon d'Or, c'est un mec qui a fini top 10, là encore, c'est Dani Olmo.
lorsqu'il est à 100% fit, lorsqu'il est là, décisif dans les moments les plus importants, on sait de quoi il est capable. Il est capable d'avoir un niveau ballon d'or, du moins un niveau top 10 ballon d'or. Donc lorsque tu as autant de joueurs, et là j'ai même pas parlé de Frenkie de Jong, vous imaginez un peu, là la deuxième partie de saison qu'il est en train de sortir, c'est niveau top 10 et aussi ballon d'or facile, hein. Donc là, je pense que si jamais le Barça va au bout, au-delà de la dispersion des votes ou quoi que ce soit qui pourrait potentiellement bénéficier à un autre joueur d'une autre équipe, je ne pense pas que ça arrivera comme ce qui est arrivé à Vinicius. Je pense plutôt que ça va être la même chose que lorsque Xavi, Messi et Iniesta sont allés sur le podium à l'époque. Ça risque d'être la même chose. Donc je pense que ça, c'est l'une des plus grandes forces du Barça, d'avoir des individualités aussi fortes qui se mettent en fait au service du collectif. Maintenant, la cinquième et dernière chose, le dernier enseignement par rapport à ce qu'on voit maintenant depuis le début de la saison, ça c'est au-delà du match contre Dortmund, mais c'est tout simplement la rédemption. Oui, la rédemption. Vous savez, depuis le début de saison, on dit souvent que le Barça est de retour. Sportivement, le Barça est de retour. Mais moi, je pense que là où le Barça est réellement de retour, les amis, c'est dans la perception que les gens, on va dire neutres, hein, qui ont une vision assez éloignée du football de très haut niveau, ont du Barça aujourd'hui. Moi, j'ai côtoyé pas mal de personnes, je vous assure, depuis le début de la saison, qui me disent qu'ils ont recommencé à regarder le football grâce au Barça de Flick. Ils ne ratent plus aucun match du Barça de Flick. Je regarde des chroniqueurs, des spécialistes, des anglophones qui n'ont parfois aucun intérêt à s'asseoir devant les matchs du Barça. Aujourd'hui, dire qu'ils ne ratent plus un match du Barça parce que c'est total régal. C'est ça le football pour eux. Et ça me rappelle, pour les plus anciens en tout cas, l'époque du meilleur Barça de l'histoire. À l'époque, tout le monde était amoureux de ce Barça de l'époque. Tout le monde voulait voir les matchs du Barça. Personne ne voulait manquer les matchs. Au-delà des supporters du club. Là, c'est la sensation que j'ai. J'ai l'impression que chaque fois que le Barça joue, la terre entière a envie de mettre pause. J'abuse un peu, vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, le monde du foot, les gens ont envie de regarder les matchs du Barça de Flick. Parce que c'est une équipe qui fait rêver. Tu as envie de voir qu'est-ce que Lamine Yamal va t'inventer. Tu as envie de voir ce que Pedri va t'inventer. Les magiciens comme les Frenkie de Jong. Le spectacle assuré de la première à la 90e minute, on ne s'ennuie pas. Et même lorsque c'est compliqué, c'est difficile pour eux, ils sont capables d'encaisser 2 buts, 3 buts, 4 buts parfois et renverser des matchs. Spectacle assuré. Avec un niveau de jeu stratosphérique, c'est ça peut-être la plus belle victoire de Hans Flick. C'est de réussir non seulement à rendre ce Barça compétitif, mais c'est de rendre des gens amoureux du Barça, des gens qui n'ont aucun lien avec le Barça, tomber amoureux de nouveau avec cette équipe, avec son style de jeu, le style. Moi, lorsque je vois le Real Madrid gagner la Ligue des Champions durant ces dernières années, est-ce que vous avez vu une seule personne vous dire « Je vais allumer ma télé spécialement pour regarder le Real Madrid de la saison dernière qui gagne la Ligue des Champions ?» Ils s'en sortent dans des scénarios miracles, tu sais même pas comment ils font. Alors, bien sûr, on va pas leur retirer le fait d'avoir gagné ces Ligues des Champions-là. C'est extrêmement fort ce qu'ils ont réalisé. C'est rien, on va pas leur retirer ça. Ça serait même hypocrite de le dire, ça serait de mauvaise foi. Je pense que le Barça aussi aimerait gagner autant de Ligue des Champions. Par contre, dans la manière, dans ce que ça dégage, toutes les fois où ils ont galéré, ils s'en sortent, on ne sait pas trop comment. Moi, je pense pas que ça fasse rêver. Je fais le parallèle avec là, ce que le monde du football, ce que les gens pensent du jeu produit par le Barça, ce que le Barça dégage comme équipe, comme aura. Je pense que c'est peut-être la plus belle victoire du Barça cette saison. C'est de revenir à cette place-là qui n'était plus la sienne depuis des années. Cette équipe-là qui est crainte des adversaires, cette équipe qui est capable de mettre autant de gens d'accord sur le football qu'elle produit. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que, ouais, le Barça, on se rappellera toujours des meilleurs Barça de l'histoire parce qu'il y a ce côté poétique, il y a ce côté football que tout le monde, en tout cas les amoureux du football qu'on connaît, aiment. Cette équipe-là, moi c'est pour ça que j'ai supporté ce club, au-delà du résultat. Moi, je suis pas résultatista, vous me connaissez, pour ceux qui ont suivi la chaîne depuis le début. Il y a plein de matchs ici où le Barça n'a pas forcément gagné les matchs, comme contre l'Atlético Madrid, je vous avais dit que j'étais pas non plus inquiet ou frustré pour autant. Et c'est parce que je sais que cette équipe-là, je l'ai aimée par son style de jeu, pour son style de jeu. Et c'est ce que je retrouve, cette essence-là que je retrouve de plus en plus, le plaisir. Là, ils sont en train de faire les deux en même temps, c'est-à-dire style de jeu plus résultat. Donc peu importe la fin de saison,
Moi, juste le fait qu'ils aient retrouvé ce statut-là, ça suffit à mon bonheur pour l'instant. Évidemment, je ne crache pas sur de potentiels titres en fin de saison. Ça serait, encore une fois, être minimaliste que de ne pas vouloir aller chercher tous les titres vu où tu en es aujourd'hui. Mais voilà, juste la fierté que le Barça dégage pour ses supporters. Je pense que peu importe où vous êtes dans le monde aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un endroit où vous auriez honte de parler de votre club ou même de sortir avec un maillot de votre club. Voilà ce que le Barça a réussi à faire pour ses supporters après toutes ces années d'humiliation. Donc voilà les amis, je termine là-dessus. Dites-moi vous qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'était une vidéo assez longue qui va me demander beaucoup de travail. Mais voilà, ça me fait plaisir de vous sortir ce type de vidéo. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.